Donc bonsoir à toutes et à tous. On vient démarrer notre débat. Comme on est dans un comité restreint, je vous proposerai plus peut-être de vous rapprocher vers nous, comme ça sera un peu plus convivial. Donc avant de commencer, je m'excuse tout d'abord pour le retard, et je remercie les différents représentants des partis politiques qui sont venus à l'heure, qui ont été ponctuels. Donc je me présente, je m'appelle Redouane Béré, je suis président de l'ASBL Action et Citoyenneté. Action et Citoyenneté est une ASBL qui a pour but principalement de promouvoir le vivre ensemble, la citoyenneté, à partir d'actions concrètes sur le terrain. C'est une ASBL qui existe depuis quelques années déjà. Et on a eu cette idée d'organiser ce débat pour principalement trois objectifs. Le premier, c'était pour pouvoir partager avec le grand public quels sont les enjeux des élections communales. Comme vous savez, les gens sont plus ou moins un peu perdus par rapport aux différents niveaux de pouvoir, fédéral, régional, provincial, communal. Donc le but, c'était principalement de sensibiliser par rapport aux enjeux des élections communales. Quelles sont les compétences des communes, quels sont les niveaux, les différentes manières par lesquelles une commune peut impacter notre vie de tous les jours, par lesquelles aussi les politiques peuvent changer notre quotidien. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir permettre aux différents partis de présenter leur programme au grand public, d'échanger par rapport à ça. Et pour ça, on a défini plus ou moins trois axes principaux autour desquels on va essayer de débattre cette soirée. Et puis le troisième point, c'était de vous donner la parole pour poser vos questions, interpeller les politiques sur les différentes questions par rapport à ces différents axes. Après ce bref mot d'introduction, donc je cède la parole rapidement à Monsieur Faisal Miftah pour intervenir principalement sur les enjeux des élections communales. Par après, les représentants des différents partis politiques, chacun aura 5 minutes de parole pour résumer leurs idées, leurs politiques par rapport aux différents axes qui ont été partagés avec eux. Et puis, par après, on ouvrira la porte au débat avant de clôturer notre événement. Avant de céder la parole à M. Miftah, je rappelle juste les différents axes, les trois axes sur lesquels on a voulu que notre débat ce soir s'articule. Le premier touche principalement les jeunes, vivre jeune, on a appelé ça. Ça touche principalement l'enseignement, la formation et la qualification des jeunes, le chômage chez les jeunes, la prévention de la délinquance, l'insertion professionnelle. Le deuxième axe, on l'a appelé vivre ensemble. Ça touche principalement la citoyenneté, le vivre ensemble, égalité des chances. Quelle politique à mettre en place pour faire face aux différents types de discrimination, racisme, et aussi pour promouvoir la mixité sociale. Et puis on terminera avec le troisième axe, vivre bien, qui touchera principalement la propreté, comment combattre la pauvreté, précarité, tout ce qui touche les infrastructures, la mobilité à Liège, ainsi que le domaine qui touche au sport en général. Donc on a demandé aux différents candidats de se concentrer sur ces différents axes. Je sais bien que c'est un exercice difficile de pouvoir concentrer tout un programme en 5 minutes, mais le but étant de se focaliser principalement sur le plus important. Donc je cède la parole à M. Faisal Miftah. M. Faisal Miftah est un sociologue, diplômé en sciences politiques, et dans son intervention, il va principalement présenter, détailler quels sont les enjeux de ces élections communales. Je pourrais peut-être dans un premier temps céder la parole à chacun des représentants de se présenter lui-même, quel parti il représente, avant de démarrer sur la première partie. Donc je commence par Madame Marie-Jeanne Omari. Donc moi c'est Marie-Jeanne Omari, je suis ici représentante en attendant de céder la place à mon collègue Yayaoui. Donc je suis du Parti socialiste, conseillère communale sortante et donc de nouveau candidate pour ces élections communales.
Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Botson, je suis numéro 2 sur la liste du CDH ici à Liège. Alors ça c'est un engagement que je fais sur le côté de mon job, et mon job, je suis assistant en droit européen à l'UCL et à HEC Paris, donc j'enseigne et recherche en droit européen. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Moi je suis Marc Gillis, je suis un Liégeois depuis 50 ans, j'habite le quartier de Wandre depuis 50 ans. Je vais bientôt collecter ma carte senior, ce serait une bonne chose. Et donc je représente ici le MR pour Liège. Et je ne vais pas engager le débat, mais je précise bien le MR pour Liège. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je le précise à ce point-là. Je suis conseiller communal sortant et j'imagine que, comme tous ceux qui se présentent à vous aujourd'hui, je suis également candidat avec d'autres au suffrage qui aura lieu dans quelques jours, dimanche 14. Et je salue mon collègue Raphaël Mitlaski, qui est le seigneur des seniors et qui pousse la liste chez nous. Bonsoir à toutes et à tous, merci à Action et Citoyenneté pour l'invitation. Moi c'est Rafik Rassa, je représente ici le PTB qui se présente donc aux élections communales et provinciales. Je suis moi-même candidat sur la liste communale à la 46e place et je suis surtout conseiller provincial sortant et je conduis la liste au provincial pour le PTB à Liège. De métier je suis enseignant, je suis prof de maths 100 heures actuellement, mais j'espère avec des heures bientôt. Bonsoir, merci aussi pour l'invitation. Donc moi c'est Pierre Eben et je suis ici pour représenter la liste Vert Ardent. Donc Vert Ardent, c'est une liste qui regroupe à la fois le Parti écolo, le Mouvement Demain dont je suis membre et pour moitié des gens qui sont encartés dans aucune formation politique. C'est pour ça qu'on parle d'un mouvement éco-citoyen. Voilà, et puis merci à nouveau pour l'invitation. J'ai pas l'habitude de manipuler un micro en main comme ça et j'espère que ma voix elle porte. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la commune, tout simplement, le pouvoir communal ou l'autorité communale. Donner juste des principes de base, et je terminerai en parlant un peu de l'électeur, ou les profils des électeurs qui vont voter, tout simplement, le 14. Il y a une expression avec un contenu qui peut paraître un peu agressif, et qui dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de la commune de Liège, il s'élève à 614 millions d'euros pour l'exercice de l'année 2018. Les compétences principales d'une commune, c'est tout simplement la sécurité, la culture, le tourisme, l'urbanisme, les travaux, l'environnement, la jeunesse et le sport. Ce sont les compétences généralement qui relèvent de l'autorité communale. Il faut savoir que la ville de Liège, c'est 200 000 habitants. Et si on compte l'agglomération, ça va jusqu'à 700 000 habitants. Donc ce qui fait de Liège la première agglomération wallonne et la troisième de Belgique. Ce qui n'est pas rien. La commune, c'est ce qu'on appelle un pouvoir qui est subordonné. Subordonné à quoi? Subordonné tout simplement au fédéral, au régional, et subordonné aussi au communautaire. Mais on dit souvent que la commune, c'est le niveau de pouvoir politique ou de l'autorité politique qui est le plus proche du citoyen. C'est un pouvoir qui est autonome, parce que c'est la Constitution belge qui le consacre, tout simplement. On appelle ça des missions d'intérêt communal. Et il y a un contrôle de tutelle qui est exercé par l'autorité régionale, l'autorité communautaire et l'autorité fédérale. Les fondements légaux de l'organisation communale sont garantis par les articles de la Constitution belge qui sont dits l'article 41 et l'article 162 de la Constitution belge. Alors les fondements insistent sur ce qu'on appelle l'intérêt communal et sur ce qu'on appelle l'autonomie communale. L'intérêt communal, il en découle que tout ce qui n'est pas réglé par les autres niveaux de pouvoir ou d'autorité relève potentiellement de la commune. Tout ce qui n'est pas réglé au niveau régional, au niveau de la communauté ou au niveau de l'État fédéral, ça relève potentiellement
de l'autorité communale, de la commune qui gère la ville, quoi, en fait. Alors l'autonomie communale, d'abord il faut savoir qu'elle est consacrée par le Conseil de l'Europe. Alors qui prescrit, le Conseil européen il prescrit l'autonomie locale et il a prescrit, il a voulu que l'autonomie locale soit transformée en réalité juridique. Il y a des missions qui sont obligatoires pour la commune, je vais en citer quelques-uns, maintien de l'ordre, tenue des registres de l'état civil et de la population, gestion des voiries, l'enseignement et la délivrance de permis d'urbanisme et d'environnement. Il y a des missions qui sont dites facultatives, la circulation, le logement, le socio-culturel et la sécurité incendie en fait. Voilà le cadre un petit peu de l'autorité communale. Alors quels sont les déterminants? Qu'est-ce qui détermine le vote d'un électeur? L'électeur liégeois, qu'est-ce qui peut bien déterminer son vote? Ici, quand on dit déterminer le vote, on interroge tout simplement le comportement électoral d'un électeur. Et on essaye d'établir une relation entre le comportement électoral et ce qu'on appelle les caractéristiques qui sont ethno-socio-démographiques. Je vais m'expliquer. Ça s'appelle des variables lourdes. En analyse politique, en sociologie, ce sont des variables lourdes. Alors, ce qui peut déterminer le comportement d'un électeur, ce sont 4 choses, tout simplement. Son statut socio-professionnel, l'identification à un parti politique, le système de valeurs et de croyances que porte l'individu, et l'adhésion à une croyance ou à une pratique religieuse. Et ça s'appelle, ce sont des variables qui sont dites déterministes. Il y a des sociologues, des politologues qui disent tout simplement qu'il y a une approche déterministe dans l'explication du vote d'un électeur. Comment il vote? Qu'est-ce qui détermine son vote? Son statut socio-professionnel. Quelqu'un qui est au chômage, moi je connais très peu de personnes qui émargent au chômage et qui voteraient MR par exemple. Généralement ils iront voter à gauche parce qu'ils estiment que bon voilà, c'est la sécurité sociale et ils poussent dans ce sens-là. Je caricature, hein. Je caricature énormément et des fois il faut schématiser pour faire comprendre les choses pédagogiquement parlant. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des variables qui ne sont pas déterministes, c'est des variables dites individualistes. C'est tout simplement une nouvelle mode, c'est que l'électeur des fois il vote sur des enjeux qui l'intéressent tout simplement. Alors ce n'est pas des facteurs comme le statut socio-professionnel qui interviennent, ce n'est pas l'identification à un parti politique, mais un enjeu qui lui paraît nécessaire. L'environnement par exemple. Ce que je dirais en dernier temps, parce que le temps d'intervention qui m'est imparti est très court, il faut voter en âme et conscience. Il ne faut pas avoir de vote de type réflexe. Ce que j'appelle un vote réflexe, c'est tout simplement, je vois un candidat qui se présente aux élections communales, sa tête, elle me plaît, c'est une belle femme et j'irai voter pour elle, tout simplement. Et il y a des cas comme ça, je vous assure. Ou alors, je suis ethniquement catégorisé arabe et je vote pour un arabe. Il ne faut pas réagir de cette manière-là. Il faut voter pour les personnes qu'on estime capables de relayer nos besoins et dont on sent la sincérité dans l'approche, quoi. Il faut aussi comprendre les enjeux de la ville. Et on est dans une démocratie, certes locale, mais c'est une démocratie. Le budget, il est annoncé au niveau de la ville, il y a des comptes, c'est très transparent. Et il faut voter aussi en recherchant l'intérêt de tout le monde, l'intérêt général en fait. Et je m'arrête là. Donc je remercie M. Mifsa pour son intervention. On passe directement à la deuxième partie du débat. Donc, lors de cette partie, on donnera la parole à chaque représentant des différents partis politiques présents ici de résumer le programme de son parti en le structurant par les 3 axes qu'on avait mentionnés précédemment. Donc si vous êtes d'accord, moi je propose de donner la parole d'abord à la majorité, PS, CDH, et puis on passe MR, PTB et la liste Vert Ardent pour clôturer. Donc je cède la parole à Madame Omari. Voilà, donc j'ai été prise à pied levé, comme vous avez pu le comprendre tous.
Mais ayant été dans la dernière législature, donc dans la majorité, donc je commencerai, j'espère être bien complétée après par le collègue de la majorité. Donc c'est qu'il y a, je voudrais surtout dire que dans tout ce qui a été cité par mon prédécesseur, c'est-à-dire tous les domaines qui sont traités au niveau communal, au niveau de la ville de Liège, donc au niveau du Parti socialiste, nous avons eu une proposition d'un projet de ville avec les habitants sur les différentes thématiques de la ville. Donc ce projet de ville Réinventons Liège, nous avons pu retenir des éléments qui intéressaient aussi bien donc ceux qui conduisent la ville, mais aussi surtout les habitants au niveau de la participation citoyenne, au niveau de la mobilité, au niveau de la propriété, le logement, l'éducation, ainsi de suite. Donc, premièrement, je pourrais dire donc comme programme, le programme c'est surtout de pouvoir renforcer tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, donc renforcer tout ce qui concerne la thématique de la participation citoyenne, qu'on puisse continuer à travailler avec les habitants, donc que les projets continuent à être des projets des habitants. J'irai directement vers les thématiques que vous nous avez présentées tout à l'heure. Hein. S'agissant par exemple du vivre ensemble, donc le vivre ensemble, la citoyenneté, la cohésion sociale, si on peut dire ainsi, les projets resteront toujours dans un cadre qui est en lien avec nos valeurs, des valeurs de solidarité, de justice sociale, d'égalité. Et nous n'irons pas loin, enfin nous ne pourrons pas proposer des projets qui ne vont pas en lien avec cela. La cohésion sociale, quand on parle de la cohésion, on pense à quelques droits, donc l'accès au droit au logement. Nous comptons continuer vraiment à renforcer donc tout ce qui concerne l'assistance aux personnes précarisées, donc tout ce qui concerne les logements sociaux. Bien sûr que c'est géré par les communes, mais le responsable de logement, c'est plus la région wallonne. Mais en ce qui concerne la ville, on continuera en tout cas à mettre à disposition, comme on le fait par l'AIS, l'Agence immobilière sociale, de mettre à disposition des maisons des propriétaires privés pour des personnes précarisées. Avec la régie foncière, on continuera à renforcer la mise à disposition des logements pour les personnes précarisées, à continuer à lutter contre tous ces marchands de sommeil par rapport au logement qu'on propose encore une fois aux personnes qui ont toujours des difficultés dans leur vie sociale et professionnelle. Et j'irai aussi dans la thématique du vivre ensemble. Je reprendrai aussi tout ce qui est l'aide ou l'accompagnement, le renforcement, le subside des associations. Nous savons que beaucoup d'activités qui se font dans la ville de Liège, ce sont les associations qui sont souvent à la manœuvre. Donc on continuera toujours à avoir ce partenariat avec les associations pour tout ce qui concerne le vivre ensemble. Et qui dit vivre ensemble, donc de lutte contre les discriminations. Et puis saluer aussi le fait que nous avons quand même été les premiers, enfin parmi les premières villes à signer aussi la proposition du CNDD pour comme Liège-ville hospitalière. Et donc il y a eu des propositions de mise en œuvre, et donc nous continuerons la mise en œuvre de ces propositions-là. Je ne sais pas si je dois aller déjà aussi dans le vivre bien. Oui.
En tout cas, des propositions concrètes, je suis en train de citer déjà en ce qui concerne le logement. Je peux dire qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on veut renforcer. S'il s'agit de la participation citoyenne, nous proposons de continuer à renforcer le travail avec le monde associatif pour œuvrer dans tout ce qui est lutte contre la discrimination, le vivre ensemble, l'interculturalité et j'en passe. Si je peux continuer toujours dans la partie de lutte contre les discriminations, je pourrais aussi dire que ici à Liège, nous avons en lien avec le Centre Égalité des chances le pouvoir de mener aussi des actions concrètes vis-à-vis comment on appelle ça, on peut accompagner les personnes qui rencontrent des discriminations, de pouvoir vraiment les relever et les accompagner d'une manière concrète, quoi. Merci. Donc je cède la parole à Monsieur Baudson au nom du CDH. Merci beaucoup. Donc évidemment, présenter le programme du CDH en 5 minutes, c'est mission impossible. Passer à travers vos 3 axes en 5 minutes, c'est aussi mission impossible. Et donc je vais essayer d'y répondre en accent sur certains points des axes que vous avez précisés. Un point tout d'abord, c'est l'enseignement. Thème clé qui a toujours été cher au CDH. Comment est-ce qu'on assure un enseignement égalitaire ? S'il y a un point sur lequel je vais insister ici, c'est que le CDH est attentif d'une part à l'égalité entre les élèves, mais aussi d'autre part à l'égalité entre les parents. On constate ici à Liège une inégalité importante entre les parents en ce qui concerne par exemple l'accès aux activités extrascolaires. Tous les parents ne sont pas sur pied d'égalité quand il vient la question de, quand on parle d'enfants en bas âge, l'accès à la crèche. Le CDH propose d'augmenter le nombre de places en crèche via une formule associative moins chère pour la ville. C'est ça qu'on projette d'augmenter de 250 places le nombre de places en crèche disponibles sur la ville de Liège, mais également pour les enfants plus âgés qui sont à l'école et qui, eux, n'ont pas accès à des activités après l'école et dont les parents doivent s'en occuper. Le CDH, dans son programme, prévoit d'avoir une attention particulière pour cet accueil extrascolaire. L'enseignement, mais également l'emploi. Et, vu mon âge, j'insisterai sur la question de l'emploi des jeunes. Vous savez que l'emploi des jeunes, le non-emploi des jeunes, le chômage des jeunes à Liège est important. Ce matin, j'étais dans une école secondaire où ils me disaient « Comment est-ce que vous voulez que je trouve un emploi ?» C'était des élèves de réto. « Comment est-ce que vous voulez que je trouve un emploi après la réto ou, le cas échéant, après des études ?» Je remarquais par exemple qu'ils n'avaient même pas de formation à comment se présenter dans un CV, comment se présenter à un entretien d'embauche. Moi, quand je vois sur mon lieu de travail que des personnes se présentent dans un entretien d'embauche sur un CV avec une bière à la main, évidemment, on ne va pas accueillir une personne comme ça, qui n'est même pas au courant de comment fonctionne l'entité dans laquelle il souhaite être engagé. Le CDH soutient ce genre de formation à l'école, même si ça dépend en partie du niveau communautaire. Il y a également, et ça me rappelle la rencontre que j'ai faite la semaine passée à Saucy, à l'Athénée Maurice Essenet, ici boulevard Saucy, d'élèves, 2 classes d'élèves, qui me disaient, vous savez, parce qu'on sort de Saucy, on pense qu'on ne pourra pas faire d'études de droit, on ne pourra pas faire d'études de médecine, parce qu'on considère qu'on est des élèves de seconde zone, alors qu'ils suivent un cursus de qualité, qui est un cursus de la même qualité que vous trouveriez dans d'autres écoles de la ville. Mais on a permis à ces élèves de croire en ce discours qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Alors évidemment, une mesure concrète pour changer ce discours-là, ce n'est pas évident à trouver, mais ça peut passer par des réactions des autorités différentes que celles qui se passent aujourd'hui. Ces élèves de Saucy, en l'occurrence, il s'agit de 2 classes, majoritairement d'élèves qui portent le voile. Ces élèves-là, parce qu'elles portent le voile, sont discriminés dans leur école. Pourquoi ? Parce qu'on leur demande d'être dans une annexe de l'école. Elles ne sont pas autorisées à fréquenter les élèves dans le bâtiment principal de l'école quand les élèves s'y trouvent. Donc, quand elles vont au cours d'informatique dans le bâtiment principal, on vide le bâtiment principal de ces élèves pour ne pas qu'elles soient en contact.
Vous savez que la ville de Liège interdit le port du voile dans ses établissements, mais ici il y a un régime transitoire, mais qui cause cette situation. Et vous imaginez bien que les élèves viennent me trouver en disant on est discriminé et on se sent tous les jours discriminé par rapport aux autres élèves. C'est une situation que la ville de Liège ne doit pas laisser. Le CDH n'est pas en charge de l'instruction publique, donc le CDH ne s'est pas donné une mesure aujourd'hui, mais le cas échéant pourrait en donner une au lendemain du 14 octobre. Autre exemple qui a été cité de nouveau à Saucy, c'est que le prix de l'Athénée d'Estenay de l'année passée, en réto, le prix qui récompense le ou la meilleure élève, devait être attribué de nouveau à une étudiante portant le voile. Les Chefins auraient, selon le personnel de l'Athénée et selon les élèves, refusé de venir remettre le prix. Ça, on parlait de lutte contre les discriminations, et je sais que depuis lors, le bourgmestre Willy de Meyer a été informé et a dit qu'il prendrait des actions. J'imagine qu'on pourra suivre cela, mais ça, ce sont ce type de comportements discriminatoires que le CDH, contre lequel le CDH veut lutter. Si vous me coupez, si je peux m'arrêter. Ouais. En termes de nouveau aussi de discrimination, quand on parle de travaux, quand on parle d'aménagement des rues, par la force des choses, et je pense, d'ailleurs ici il y a quelques-uns qui étaient là aussi, à une rencontre qu'on a faite à Alteo. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez l'association Alteo, qui est une association qui lutte justement pour l'inclusion de toutes et tous, notamment des personnes porteuses d'un handicap dans la société. Si vous avez des trottoirs qui sont aménagés de façon étroite, dont il manque des pavés, si vous avez un bus qui n'a pas de rampe d'accès, vous excluez et vous discriminez automatiquement, de facto, une partie de la population. C'est un combat du CDH, ça a toujours été, de faire en sorte que les aménagements soient toujours faits pour prendre en compte toutes les personnes dans la population liégeoise. Et ça, c'est une façon de faire, d'aborder les travaux, de toujours se dire, ok, comment est-ce que je vais faire d'abord en priorité pour assurer que les personnes, notamment en mobilité réduite, puissent se mouvoir en toute liberté. En termes de citoyenneté et d'action associative, le CDH propose la mise en place d'une maison des associations. Le nombre d'associations pour lesquelles il manque de l'aide, que ce soit une aide administrative, une aide juridique, la mise en place de cette maison des associations et la mise en œuvre du pacte associatif permettrait d'avoir une maison de rencontre entre ces associations, d'échange de bonnes pratiques entre associations et permettrait un meilleur développement. Également, je reparle de ce matin, oui, je vais terminer là-dessus, on pourra discuter du reste après, je reparle de ce matin de cette rencontre dans une école secondaire, d'élèves qui me disent « j'adorerais faire du volontariat, mais je ne sais pas où je peux le faire ». Et ça, c'est terrible. Quand on connaît le tissu associatif liégeois et qu'on a des jeunes de 18 ans qui disent « je veux m'engager bénévolement, mais je ne sais pas où le faire », c'est terrible. Du coup, on propose dans notre programme la création d'une plateforme permanente de rencontres entre associations et volontaires, avec une campagne de diffusion au très large pour faire en sorte que ça devienne un réflexe. Que si vous voulez vous engager dans une association à Liège, vous pouvez aller sur cette plateforme, voir les différents secteurs dans lesquels c'est possible et contacter les personnes de contact. Voilà, j'imagine qu'on pourra continuer sur d'autres sujets. Certainement. On continuera le débat. La troisième partie. Donc, je cède la parole à Monsieur Gillis au nom du MR. Voilà, du MR pour Liège. Hein, voilà. Moi, je vais résumer le programme. Je vais vraiment le résumer en 2-3 mots. Relançons Liège et une nouvelle énergie pour Liège. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise au MR à dire ça? C'est parce qu'avec 36 ans de vécu avec une même majorité, chacun peut se rendre compte qu'il y a un état de fatigue au sein du collège. Je dis ça en ne condamnant personne et en ne critiquant personne à titre purement personnel. Mais on se rend compte, pour avoir circulé, pour avoir vécu de longues rencontres dans tous les quartiers liégeois, que les problèmes que les Liégeois rencontrent, ils sont les mêmes partout à Liège, dans l'ensemble des quartiers, et en particulier dans les quartiers de la périphérie. Et donc, un des grands axes du MR, c'est de réinvestir. Bon, il faut être honnête intellectuellement, on a investi beaucoup dans l'hypercentre-ville. Il y a des réalisations qui sont parfaitement correctes, hein, pensons à la Bovry, pensons à d'autres choses, mais il manque une dynamique derrière tous ces grands projets, et il manque sérieusement une dynamique dans les quartiers. Donc nous voulons un avenir serein pour les familles partout, au centre-ville, dans les quartiers. Nous voulons plus de sécurité,
Alors on ne va pas se faire passer pour les méchants gendarmes qui viennent comme guignols avec un bâton. Il faut plus de sécurité dans tous les quartiers. Pour plus de sécurité, il faut que le cadre de la police soit effectivement rempli. Nous ne disposons pas de l'ensemble des policiers auxquels les Liégeoises et les Liégeois ont droit. Ce qui fait que dans les quartiers, vous vous retrouvez avec des agents de quartier que vous ne voyez pas, ou avec des agents de quartier que vous voyez une demi-heure et puis qui vont faire de la paperasserie dans le quartier d'à côté, parce que pour certains quartiers, vous n'avez même plus de commissariat, vous avez une petite antenne de permanence de 2 heures par jour. Nous sommes favorables aussi à un rebond d'énergie dans le domaine de la propreté publique. Dans tous les quartiers liégeois, et là je peux associer pleinement l'hypercentre, dans tous les quartiers liégeois, vous avez des poubelles publiques tous les 20 mètres. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus publiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent des incivilités crasseuses et sans nom, des dépôts clandestins. Alors, c'est notre différence avec d'autres formations politiques. Nous sommes pleinement favorables à l'installation de caméras de surveillance, entre autres mobiles. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent, quand vous avez des dépôts clandestins récurrents, quand vous avez un cochon qui se permet toutes les semaines de déposer télé, matelas, etc., eh bien, la caméra mobile, elle peut permettre d'identifier celui qui pollue son quartier et qui pollue le cadre de vie de tous ceux qui vivent dans son quartier. C'est un de nos axes forts. Alors, nous sommes... Je ne vais pas on reprendra les différents thèmes, les différents sujets, point par point, après je serai plus complet, mais l'enseignement de la ville. Alors l'enseignement, c'est quelque chose de formidable. Un grand auteur français disait « il faut fermer des prisons, ouvrir des écoles ». Il ne faudrait pas qu'on en arrive, parce que ça ne fonctionne plus, à fermer des écoles pour ouvrir des prisons. Donc il faut revoir, et nous soutenons que dans l'enseignement fondamental et secondaire, on soutienne à nouveau ce que l'enseignement que je suis peut appeler les fondamentaux. Monsieur Baudson le disait tout à l'heure, je rencontre des étudiants universitaires, entre autres, qui terminent le secondaire et qui sont à peu près incapables de parler, d'écrire, de s'exprimer, de calculer. Or, l'enseignement, c'est le pari sur l'avenir. C'est l'or d'une ville. L'enseignement communal liégeois, l'enseignement provincial et l'enseignement de tous les réseaux. Il faut qu'on en revienne à un échevinat de l'enseignement qui redonne cette dynamique d'apprendre les fondamentaux. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Moi, je suis enseignant depuis presque 30 ans. Malheureusement pas à Liège, il n'y avait pas de pénurie de profs à l'époque, j'enseigne à Verviers. Je sais ce que ça donne quand on fait croire à des jeunes qu'ils sont capables, quand on leur donne le papier en fin d'humanité, alors qu'ils n'ont pas les capacités pour s'en sortir. Donc on leur ment, on les leurre, il faut en revenir à un enseignement, teinté d'un peu plus d'autorité dans les classes, de discipline, et à un enseignement un peu plus exigeant. On nous avait bassiné l'école de la réussite, on nous a bassiné l'échec à l'échec, et puis maintenant on va nous bassiner le pacte d'excellence. On pourra en parler dans la partie concernant l'enseignement en particulier. Ce que le MR liégeois propose aussi dans le cadre de l'enseignement, c'est de décentraliser l'autorité, dont on a bien compris par l'interlocuteur précédent qu'elle reposait essentiellement dans les mains d'un seul homme. Et qui, évidemment, vit de sa pleine autorité. Nous proposons un conseil de l'école dans chaque école liégeoise. Si j'étais cheval de l'enseignement aujourd'hui, je ne prétendrai pas être capable de gérer toutes les écoles communales liégeoises tout seul. Et donc, il faut faire confiance, il faut redonner de l'autonomie. Évidemment, en reprenant de l'autorité là où elle a été concentrée, redonner de l'autonomie aux directions d'école, redonner le sens de la participation, de la responsabilité aux enseignants, mais aussi aux élèves et oserais-je dire principalement aux parents. Quand on est parent d'un élève qui est scolarisé,
On a le droit à la parole, on a le droit de donner un avis, on a le droit de toute la liberté de sa pensée, et on l'assume avec toutes ses conséquences. C'est très long, je peux clôturer. Bon, évidemment, nous sommes aussi pour la redynamisation très claire du commerce et de l'entreprise à Liège, parce que si on vous dit il faut mieux former les jeunes, il faut les former, il faut les inviter, il faut le mot n'est pas beau, mais les téléguider vers de l'emploi qui existe. Vers de l'emploi qui existe, vers l'emploi qu'ils pourront rencontrer. Mais s'il n'y a pas d'emploi, ça ne sert pas à grand-chose. On sait que beaucoup de jeunes suivent des études de psychologie, et on sait que c'est un des domaines dans lequel il y a moins de débouchés. Donc il faut des organismes, les CPMS, etc., qui réorientent sérieusement les jeunes en fonction de toutes leurs capacités. Il faut redynamiser le commerce et l'entreprise à Liège. Il y a des outils. Il y a le port autonome, il y a l'aéroport de Liège, il y a des entreprises qui s'installent, il y a des entreprises qui investissent sur fonds propres. Je vais dire dans le Grand Liège, au SAR, etc. On reparlera tout à l'heure de Liège Métropole. Et il faut aussi réinvestir dans le commerce de qualité au centre-ville et dans le commerce de proximité, de qualité dans tous les quartiers. On ne peut pas se contenter dans un quartier, vous m'excuserez, mais d'un paquis, d'un deuxième paquis, puis plus de plus rien, et devoir prendre sa voiture pour faire 20 km, pour aller à Herstal, pour aller à Recours, pour faire ses courses, en participant évidemment à l'encombrement de la ville du point de vue de la mobilité, qui est aussi un des axes fondamentaux. La mobilité lyonnaise, je fais de la mobilité, la ville de Liège, c'est la 3e ville la plus embouteillée de la Belgique. Et donc là, il faut agir, et sur ça on en parlera tout à l'heure dans le point. Nous ne sommes pas pour tout au vélo, nous sommes pour une intermodalité. Voilà, je m'arrête, mais on a des choses à dire. On en parlera plus tard. Merci Monsieur Gélis. Donc je cède la parole à Monsieur Rassa au nom du PTB. Merci beaucoup. Donc pour démarrer, en fait, je vais prendre dans l'ordre les thèmes comme ils nous ont été proposés. Donc au niveau de vivre jeune, donc je vais d'abord parler de l'enseignement. J'ai entendu d'abord mes prédécesseurs, ça me fait rire un peu ce que disent des partis qui sont au pouvoir à la région ou à la communauté française, parler d'enseignement alors qu'ils ont les manettes, finalement, bref. Je vais d'abord dire nos propres propositions à nous. Donc nous, ce qu'on propose très concrètement pour l'enseignement communal liégeois, c'est de lutter contre les inégalités scolaires en réduisant le nombre d'élèves par classe. Il y a plusieurs études dans l'étude STAR américaine qui démontrent que c'est un très bon outil pour réduire les inégalités dans l'enseignement. C'est le nombre d'élèves par classe. Il y a un lien entre ce nombre d'élèves par classe et la capacité des élèves issus de milieux défavorisés à réussir. Et donc pour nous, c'est une mesure très forte et très importante qu'on veut défendre. On veut aussi défendre une gratuité effective de l'enseignement communal. Donc la gratuité effective, c'est quoi? Donc c'est aujourd'hui la Ligue des familles, je pense, dit que c'est plusieurs centaines d'euros le coût d'une année scolaire pour un élève scolarisé dans le primaire, c'est 280 euros. Donc pour nous, l'enseignement communal doit montrer l'exemple et rendre son enseignement totalement gratuit. Et donc c'est quoi les sources de stress financier pour les familles? C'est d'abord les voyages et les activités extrascolaires. Donc on veut que dans les projets d'établissement, toutes ces activités soient prises en compte et que leur financement soit garanti. Il y a la remédiation scolaire qui n'est pas comprise dans le temps scolaire. On veut que ces remédiations scolaires soient organisées dans l'école et qu'elles soient prises en charge par l'autorité publique. Il y a une ASBL qui s'appelle Échec à l'échec, qui est liée à la ville, qui donne des cours de remédiation à des tarifs assez réduits, mais on veut que
cette ASBL se développe encore plus sur le territoire de la ville et surtout que cette remédiation scolaire soit intégrée dans le temps scolaire, dans l'école même et qu'elle soit gratuite. Troisième source de stress, c'est l'alimentation et la cantine scolaire. Et donc pour ça, on veut d'une part que la cantine soit fournie en nourriture de préférence locale et bio avec des circuits courts et que cette nourriture soit gratuite. C'est pas un coût très élevé. Il y a des expériences qui sont faites déjà à Charleroi. Je pense que Liège peut faire la même chose. Et donc voilà, ça c'est les trois sources de stress financier pour les familles qu'on veut résoudre au niveau de l'enseignement communal. Troisième point qu'on veut mettre en avant, c'est la question des bâtiments scolaires. On veut des rénovations, on veut un plan pluriannuel de rénovation de l'ensemble des bâtiments scolaires et que ces rénovations soient bien réfléchies et qu'on ne rénove plus comme cela s'est fait ces dernières années avec on rénove une année les toilettes et puis une autre année on rénove les châssis et puis une autre année on va rénover le toit, mais entre temps il y a une fuite, donc on doit rénover à nouveau les châssis et on peut recommencer. Et donc ça je le vis moi-même parce que j'ai des enfants qui vont à l'école communale près de chez moi, où on voit des bâtiments se détériorer alors qu'ils viennent d'être rénovés 2 ans avant. Et donc on veut des plans qui soient bien réfléchis et qui soient surtout complets pour l'ensemble des bâtiments scolaires de la ville de Liège. Quatrième point, au niveau de l'école, on veut une école ouverte. C'est quoi une école ouverte? Une école qui intègre tout le monde associatif qui est dans son entourage. Et donc que les écoles en fait soient ouvertes après les heures scolaires à ce monde associatif-là et qu'ils soient accueillis dans les bâtiments scolaires, qu'ils puissent organiser des activités extrascolaires, etc. etc. Je vais dire quand même aussi un mot sur l'enseignement technique et professionnel, qui est plutôt... la ville de Liège l'organise, mais aussi l'enseignement provincial l'organise également. Pour nous, l'enseignement technique et professionnel est malheureusement... comment est-ce que je veux dire il est dégradé, il a une image très négative, il a une image de relégation, il est proposé ou voire imposé aux élèves comme choix comme second choix et comme choix de relégation. Donc pour nous, pour que ça s'arrête, il faut aussi que cet enseignement soit de qualité. Donc il faut un refinancement de ce financement, un refinancement de cet enseignement, et aussi qu'on arrête avec une vision qui est très utilitariste de cet enseignement professionnel. Ça veut dire quoi, une vision très utilitariste? Ça veut dire qu'on conçoit uniquement cet enseignement comme l'enseignement comme un enseignement très spécialisé, et donc il n'y a plus de cours généraux. Donc dans la réforme du pacte d'excellence, on veut réduire le nombre d'heures de cours généraux dans l'enseignement technique et professionnel. Pour nous, ça c'est pas acceptable. Si on veut, l'enseignement professionnel et technique doit garder l'ambition de former des jeunes qui sont responsables, qui sont dotés d'un sens critique, qui sont un enseignement émancipateur. Et cet enseignement-là, et ça veut dire aussi, donc, ça veut dire quand on donne les heures de cours généraux, donc les heures de français, de maths, en suffisance dans les dernières années de l'enseignement technique et professionnel. Dernière chose sur l'enseignement technique et professionnel, il y a une réforme qui s'appelle la certification par unité d'apprentissage, la CPU pour ceux qui connaissent. C'est un peu technique, mais en gros, on prépare en fait une privatisation larvée de cet enseignement. Pourquoi? Parce que en fait, on va certifier désormais les cours par unité, et donc on va finalement faire sortir des élèves avec des diplômes qui sont incomplets, et ils vont aller terminer leur diplôme sur le marché privé. Donc ça, pour nous, ça doit vraiment s'arrêter. Normalement, il était censé avoir un bilan intermédiaire de ces expériences de CPU. Pour nous, le bilan, il est négatif. Alors, je vais quand même dire quelque chose sur le deuxième volet, sur vivre ensemble.
je vais dire rapidement les propositions. On veut un plan diversité pour la commune, donc un plan diversité au niveau du recrutement du personnel communal. On veut un plan d'action contre le racisme très concret avec des testings qui seront organisés par une autorité qui est le CRIPEL, où on veut un service de l'égalité qui sera chargé de ces testings. Donc les testings, c'est on va dans une entreprise de manière anonyme pour tester si cette entreprise, au moment du recrutement, a un comportement discriminatoire ou pas. On veut une commission consultative des immigrés comme il y en a eu à l'époque, mais qui n'est plus actuellement en place. Et on veut un réseau de parrainage des MENA, des mineurs non accompagnés. Donc Liège est une ville hospitalière, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais on veut que concrètement, on soutienne un réseau de parrainage par la ville. Je vais devoir écourter la partie cohésion sociale. Je vais quand même dire que pour nous, la ville de Liège, elle a passé son temps à cacher la pauvreté au lieu de lutter concrètement contre la pauvreté. Et nous, on veut, avec le PTB, faire de cette lutte contre la pauvreté une priorité. Cela passe par le refinancement du CPS et des maisons de la solidarité dans tous les quartiers. Donc c'est des maisons de première ligne où le tissu associatif est là pour de la guidance budgétaire, socio-professionnelle, logement, etc. Voilà, on pourra débattre tout à l'heure des autres propositions. Bon, merci. Je vais aussi m'adonner à cet exercice qui consiste à essayer de comprimer en 5 minutes ce qu'on a pris beaucoup de temps à faire et qui est long. Parce que pour ceux qui veulent prendre ce temps, et je pense qu'en tant que citoyen, c'est une chose importante à faire, je vous invite à aller sur le site Vert Ardent et vous allez voir, on a fait en 10 axes notre programme. On a aussi, pour ceux qui veulent y consacrer moins de temps, sorti 12 priorités. Et on a fait l'effort de les chiffrer, ces priorités. Parce que je pense qu'on a plusieurs responsabilités. La première, c'est de dire ce qui est de compétences communales, ce qu'on peut faire au niveau communal. On peut faire beaucoup de choses au niveau communal, mais on ne peut pas tout faire. Et la deuxième, c'est de ne pas décevoir les gens en promettant des tas de choses et puis en n'en faisant rien derrière. Je vois notamment la majorité qu'il a effectivement depuis 36 ans, qui promet des tas de choses aujourd'hui. On se demande pourquoi elles n'ont pas été faites, évidemment, pendant les 36 ans qui ont précédé. Et une des raisons, c'est pas juste parce que c'est pas notre parti et que c'est des autres, c'est quand même que la commune, nos communes en général et les villes en particulier, sont dans un cadre budgétaire absolument contraint et absolument inacceptable. Donc il faut commencer par dire ça. Une commune est sous-financée, une grande ville est archi sous-financée. Et donc, je prends un exemple, je vais aller dans les exemples concrets aussi, la question du nombre d'élèves dans les classes, on est aussi évidemment très favorable parce qu'on diminue le nombre d'élèves dans les classes. On ne peut pas sortir ça en disant notre commune va décider qu'on met 10 élèves dans les classes parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne concrètement. C'est à d'autres niveaux de pouvoir aussi qu'on décide l'argent qu'on met dans notre enseignement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre au niveau local par rapport à ça. Je dis qu'il faut être responsable par rapport à ce qu'on peut faire au niveau communal. Maintenant, j'en viens concrètement aux 3 thèmes et à quelques propositions que j'ai sorties de notre programme sur ces 3 thèmes. C'est donc mon tiercé, j'ai envie de dire, mais à vous d'aller voir dans le programme et de voir, il y a peut-être d'autres choses qui vous marqueront plus. La question du vivre jeune, donc le premier thème, j'ai sorti 2 thématiques qui ont été sorties par d'autres, mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elles sont importantes, c'est la question de l'emploi et c'est la question de l'enseignement. On reste fondamentalement dans une société dans laquelle, et Liège est au cœur de cette crise, dans laquelle on n'est pas en capacité d'offrir un emploi à chaque personne. Pourtant, c'est un droit qui est reconnu par notre Constitution et c'est un droit qui n'est pas respecté. Alors on peut dire que c'est parce que les jeunes ne savent pas s'habiller ou qu'ils ne savent pas comment se présenter quand ils vont à une offre d'emploi. Moi je crois que le problème il est plus fondamentalement différent. Par exemple, la productivité horaire en Belgique les 40 dernières années a été multipliée par 3 et on n'a pas diminué le temps de travail. Voilà. Eh bien, nous, même à l'échelle communale, on propose de faire des tests par rapport à des possibilités de diminuer le temps de travail pour partager le travail entre différentes personnes. À nouveau, dans un cadre qui est un cadre contraint, mais on peut faire une série de tests et de choses. Par rapport à l'emploi, on a l'impression qu'on est face, on a encore entendu parler de ça beaucoup quand même les derniers temps, à un enjeu environnemental absolument crucial, et les villes vont être au cœur de ça. On a vu cet été à quoi ça ressemble une ville dans un cadre de réchauffement climatique. Et il y a donc à créer aussi une autre activité économique qui a plus de sens, qui est liée à la question de la transition écologique. On doit avoir une transition écologique, et il y a là des viviers d'emplois locaux, non délocalisables, de qualité, pour lesquels la ville peut aider à ce qu'ils se mettent en place. Et donc quelques propositions très simples, très concrètes qu'on fait, c'est quoi ? C'est de créer un écoparc pour des entreprises de recyclage et de traitement des déchets sur l'île Mont-Saint. C'est de mettre à disposition des locaux et du matériel communal pour les petites entreprises qui se lancent dans ces activités-là. Par exemple, la ville possède une flotte automobile.
on pourrait imaginer de mutualiser une partie de l'utilisation de cette flotte automobile. C'est aussi, et ça me fait la transition par rapport à la question de l'enseignement, la question des filières d'enseignement. On propose que l'enseignement communal liégeois réfléchisse à développer des filières d'enseignement en économie verte, en technologie de l'information, dans toutes ces nouvelles matières qui vont avoir beaucoup d'importance. Sur l'enseignement, quelques petits points aussi que je veux sortir qui sont dans notre programme. La question des espaces, la question de l'espace qu'on a et de la qualité là où on enseigne. On constate qu'il y a un problème, les étudiants n'ont pas suffisamment d'espace là où ils sont, et surtout ils sont généralement dans un environnement très bruyant. Et pour l'apprentissage, c'est un élément important qu'on voudrait prendre en compte. La question de la formation des enseignants à l'éducation égalitaire entre les genres, c'est quelque chose qu'on veut voir avancer demain. La question de l'ouverture à la culture, effectivement l'enseignement ne doit pas avoir qu'une visée utilitariste, il y a aussi l'idée de nous développer, hein, on appelle ça des études d'humanité pour un certain nombre de personnes, ça veut dire qu'on veut apprendre à construire demain des beaux êtres humains, et donc on est pour développer et renforcer les partenariats avec des institutions culturelles, la ville en connaît beaucoup et de qualité, l'opéra, le théâtre, le cinéma, pour permettre un éveil à la culture au plus grand nombre et pour tout le monde. On est pour favoriser des écoles de quartier et pas les grosses écoles mastodontes. Donc ça, c'est une logique, une ligne de conduite qu'on va avoir. On est pour favoriser l'intégration des personnes handicapées dans tous les types d'enseignement. On est pour améliorer les équipements sanitaires et le maintien de leur propreté dans les établissements scolaires. Ça semble un peu simple. On a aujourd'hui des problèmes sanitaires liés au fait que les toilettes dans nos écoles sont simplement dégueulasses, excusez-moi le terme, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit dire. Donc on est pour porter une attention particulière sur ce point-là. On est pour inclure le personnel de garderie et le personnel de toyage dans les responsabilités de l'établissement scolaire. On a aujourd'hui, au sein du personnel scolaire, 2 catégories de personnes qui sont absolument déconsidérées. On veut changer ça. Alors, des choses peut-être plus anecdotiques pour certains d'entre vous. On est pour remplacer les machines de distributeurs de soda dans les écoles par des machines qui vont distribuer des produits bio et locaux. On est aussi pour avoir une soupe gratuite qui soit distribuée dans les écoles. On a chiffré ça. Rien qu'offrir la soupe dans toutes les écoles de la ville de Liège, c'est 1,6 million d'euros par an. Donc voilà, on ne pense pas qu'on est financièrement capable de financer totalement les repas, mais en tout cas, nous, on veut faire un premier geste qui est celui-là, et on l'a chiffré. Et on veut encourager l'utilisation de logiciels libres et gratuits. Ça, c'était pour le thème numéro 1. Et évidemment, mon ordinateur me lâche, puisque celui de mon travail que j'utilise n'est pas un logiciel libre et gratuit. Il va revenir, voilà. Alors, le deuxième point, le vivre ensemble. Là, ça va être un peu plus, je vais être plus court, je vais essayer d'être plus court sur les points qu'on veut mettre en avant. Il y a l'idée de favoriser 10 000 personnes nouvelles rentrent dans la ville de Liège, beaucoup sortent aussi chaque année, il y a un vrai flux dans cette ville. Et il y a un nombre important de personnes qui arrivent en ayant une connaissance du français qui est pas très bonne. Et donc on pense que si on veut vivre ensemble, la première chose c'est de se comprendre, c'est de pouvoir discuter entre nous, c'est de pouvoir échanger entre nous. Et donc on est pour faire un effort très particulier sur la question des cours d'alphabétisation et sur la question du français comme langue étrangère. Donc concrètement, ce qu'on veut, c'est augmenter les places d'accueil pour les cours de langue française et d'alphabétisation pour les adultes et les enfants. On veut organiser des classes passerelles dans l'enseignement et les écoles de la ville de Liège. Et on veut soutenir les opérateurs associatifs qui organisent ce service. Par exemple, en mettant à disposition des locaux, du matériel, en organisant une collaboration aussi avec la Haute École de la ville de Liège qui a des compétences en cette matière. Le deuxième aspect sur ce deuxième thème qu'on veut mettre en avant, c'est l'idée de gérer la ville ensemble. Alors j'ai entendu la dame du... Excusez-moi, je ne connais pas votre prénom ni votre nom, je suis désolé, mais qui parlait de la question de la participation citoyenne, qu'on voulait avancer sur la participation citoyenne. Concrètement, la participation citoyenne à Liège, elle est nulle. Elle est nulle part. Les commissions consultatives comme la CCATM, qui s'occupe d'aménagement du territoire, elle est totalement dynamitée. Je veux dire, il y a très peu d'interface entre le monde politique et les citoyens aujourd'hui. Et pourtant, on est une ville avec une vie associative, une vie culturelle, une vie, voilà, des citoyens qui veulent s'engager. Et donc, il y a vraiment une révolution à faire. Et donc, nous, on propose plusieurs points par rapport à cet aspect de démocratie. Mais je vais en mettre 2 en avant. On propose le fait de découper la ville en 14 zones qui correspondent aux anciennes communes et à quelques quartiers du centre-ville. Et d'avoir dans chacun de ces lieux des conseils de quartier. Tous les mois, le conseil communal, c'est entre 200 et 300 points. On ne sait pas traiter ça correctement. Et dans ces points, il y a des choses qui concernent l'aménagement d'un rond-point dans tel quartier, l'aménagement de casse-vitesse dans un autre, le fait de faire un autre terrain de sport dans un troisième. C'est des choses qui sont de la réalité des quartiers et c'est les gens des quartiers qui les connaissent le mieux. Et donc on veut que dans ces conseils de quartier, on puisse traiter ces questions-là en ayant du temps. On veut qu'une partie des gens qui sont dans ces conseils de quartier soient tirés au sort. Pourquoi ? Pour avoir une vraie égalité de genre. L'essentiel, la grande majorité des élus aujourd'hui, c'est des hommes, comme à table aujourd'hui d'ailleurs. On veut tirer au sort, pourquoi ? Pour avoir des jeunes, parce qu'on veut tirer au sort à partir de 16 ans.
parce que c'est essentiellement aussi des personnes âgées qui sont nos élus aujourd'hui. Et on veut tirer au sort parce que ça veut dire qu'on casse l'idée de clivage social. Ce sont essentiellement des gens fortement diplômés qui sont nos élus aujourd'hui à Liège. Voilà 3 choses qu'on veut faire à travers ces conseils de quartier. Et on veut d'accord, je finis, et on veut qu'ils aient une vraie compétence, et cette compétence, c'est celle de gérer des budgets participatifs. On propose d'avoir 1 million d'euros par an de budget participatif qui soit géré par eux. Et donc, toc, 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 comme ça, sur le thème 3, le vivre bien, on veut quoi sur le vivre bien? On veut des services de proximité. À l'exemple de Bressou, il y a une seule banque à Bressou, par exemple. On veut avoir plus d'espace pour du sport et du loisir, un espace vert et un agora-space dans chaque quartier. On veut rééquilibrer les budgets parce qu'aujourd'hui, les budgets sport vont essentiellement vers des sports qui sont pratiqués par des garçons. Le football, essentiellement, c'est essentiellement des garçons. On veut aussi que les sports qui soient pratiqués par les filles soient mieux financés. En matière de propreté, on veut un rééquilibrage entre le centre-ville et l'extérieur. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'hypercentre où on fait de la propreté. Dernier élément, la question de la mobilité. On est effectivement pour plus de vélos, mais ça ne veut pas dire que des vélos. Aujourd'hui, c'est 2% du vélo et 80% de la voiture. On veut arriver à 10% de vélos. Voilà. Dernier aspect, c'est le droit au logement, mais j'en parlerai dans le débat. Donc, je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir essayé de comprimer un maximum votre programme dans un minimum de temps. Donc, on passe maintenant au public, à l'échange, au débat. Peut-être avant de donner la parole au public et de donner la chance au public de poser des questions concrètes, il y a une question qui revient souvent par rapport aux différentes propositions, c'est comment les financer. C'est-à-dire que ça paraît assez simple de pouvoir lister beaucoup de propositions, de les mettre sur la table, sachant que ça a été déjà évoqué que le budget est limité, le budget des communes est assez peu élevé. La question qui se pose, comment financer toutes ces actions. Peut-être si on peut faire juste un tour de table rapide sur la partie financement de ces actions, comment vos partis pensent les financer, comment vos partis pensent améliorer les recettes de la commune, et puis après on cède la parole au public. Et là du coup je démarre avec l'opposition. Donc on commence par la liste vert ardent, monsieur Aïben. Financement, assez rapidement. Merci. Mais donc je l'ai dit, pour nos 12 priorités, on a fait l'effort de faire ça. Certains d'entre elles, d'ailleurs, sont des mesures à coût nul. C'est clair que la commune est dans un cadre complet. Nous, il nous semble qu'il y a 2-3 choses sur lesquelles on peut travailler. La question, c'est les taxes. Donc par exemple, il ne faut pas augmenter toutes les taxes, mais nous, on propose d'augmenter la taxe sur les immeubles inoccupés, parce que c'est un fléau à Liège, et d'utiliser ça pour développer l'agence immobilière sociale, c'est-à-dire pour remettre ces logements en location. Donc voilà, c'est des exemples où on met une taxe, mais elle a une utilité directe. Un deuxième débat, c'est celui de la dette. La première dépense de la ville aujourd'hui, c'est sa dette, et le taux d'intérêt qu'on paie à Belfius, c'est plus de 3%, il est très haut à notre estime. Il nous semble qu'il faut avoir un vrai audit citoyen de la dette, voir ce qu'est cette dette, et voir si on peut renégocier la façon dont on la paie, voire arrêter de payer certaines parties de celle-ci. Et un dernier élément, il faudra qu'on se batte pour que les communes et les villes soient mieux financées. Donc un refinancement du fonds des communes, c'est clair que c'est quelque chose auquel on doit travailler. Et donc il faut dire clairement, on ne sait pas tout faire dans le cadre dans lequel la ville est aujourd'hui, et il faut aussi se battre pour changer ce cadre. Donc nous on veut un glissement fiscal vers les grandes entreprises et les grands patrimoines. Ça veut dire quoi? Donc contrairement à ce qu'on pense, en fait la commune elle taxe aussi des entreprises qui sont installées sur son territoire, mais malheureusement depuis les plans Marshall successifs, en fait ces taxes leur rendement est de moins en moins élevé, et donc on veut augmenter la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adoptant le taux de l'impôt sur la force motrice. On veut réinstaurer une taxe industrielle compensatoire qui a déjà existé par le passé sur le matériel et l'outillage. On veut une nouvelle taxe progressive sur les surfaces de bureaux. Donc cette taxe, elle existe déjà à Uccle aujourd'hui. Les surfaces de bureaux se développent à Liège, et donc il est normal, on trouve ça normal que ceux qui détiennent plus de 50 mètres carrés en tous les cas de surface de bureau puissent... Ah oui, pardon, excusez-moi. Qu'ils puissent être taxés pour participer au paiement des infrastructures communales. On veut taxer les implantations commerciales dès 400 mètres carrés de surface, maintenir la taxe sur l'essentiel commercial, doubler la taxe sur les secondes résidences et sur les institutions bancaires. On veut, comme Vert Ardent, augmenter la taxe sur les logements vides. On veut réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l'impôt des personnes physiques qui devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine.
Et on veut aussi majorer évidemment le fonds des communes. Ça, c'est une compétence plutôt régionale, mais on veut que cette majoration, qu'on aille chercher 15% supplémentaires. Et je vais terminer en disant qu'au niveau de la renégociation de la dette, on soutient l'audit, la revendication d'un audit citoyen. Et on veut surtout que les villes et communes puissent accéder à des taux d'emprunt qui sont similaires à la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, les États vont acheter, entre guillemets, de l'argent auprès de la Banque centrale européenne qui, lui, le revend à 2%. Donc on achète à 0% et la Banque centrale, et les banques privées nous le revendent à 2%. Nous, on trouve que les autorités publiques doivent aussi avoir accès à des taux quasi négatifs de 0%. C'est une banque publique. Voilà, donc moi je constate qu'on termine par un superbe panier de réjouissances que je ne me souhaite pas, que je ne vous souhaite pas. Alors il faut appeler un chat. Les finances de la ville de Liège, elles sont à l'équilibre quand on parle du budget, elles sont à l'équilibre quand on parle du compte, mais la ville de Liège est surendettée et nous n'aurons pas le choix d'aller négocier, pour ne pas dire d'aller pleurnicher auprès de niveaux de pouvoir supérieurs pour qu'à nouveau ils réinvestissent en rachetant une part ou en reprenant à leur charge une part de la ville de Liège, dont il faut reconnaître que la part la plus importante vient de la charge des pensions et des pensions du passé. Et donc ça ne dépend pas directement de la commune, mais ça ne dispense pas les responsables communaux à venir, évidemment, de faire leur boulot et d'aller faire la collecte partout où ce sera possible, à tous les niveaux de pouvoir. D'ici la mi-législature qui nous attend, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faudra trouver. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, est-ce qu'on aura le choix de se dire on peut continuer les dépenses ? On va offrir ceci, on va offrir cela, et puis si on peut, on offrira encore, mais avec de l'argent qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il faudra vraisemblablement réduire des dépenses. On peut penser à des points que certains considéreraient comme des points de détail, mais un cadastre des subsides octroyés par la ville, un cadastre des subsides pour beaucoup saupoudrés, à gauche, à droite, à des copains, à des ASBL dont on ne sait même pas ce qu'elles organisent et ce qu'elles prennent en charge. Mais bon, les petites rivières font... Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc négocier à un autre niveau. Alors, moi j'entends, on ne va pas faire de la politique politicienne et se critiquer l'un l'autre ici, j'entends qu'il faudra taxer davantage les entreprises, mais moi je pense qu'il faut au contraire faire en sorte que les entreprises ne délocalisent plus, qu'elles restent à Liège, qu'elles reviennent à Liège, et qu'on y redéveloppe entre autres le commerce de proximité, parce que c'est l'effet boule de neige. Si ça fonctionne, c'est plus d'emplois. Si c'est plus d'emplois, c'est peut-être pas plus, mais autant ou un peu moins de contribution du budget de la ville au CPAS. Le plan Marshall, c'est pas celui de la ville de Liège. Et voilà, je sais qu'on peut ne pas être d'accord. On peut dire aux propriétaires, vous êtes de très vilains propriétaires, vous avez payé votre maison, c'est très mal, il faut qu'on vous taxe plus. Je peux l'entendre, mais je peux ne pas partager l'idée. Mais je propose qu'on cesse la polémique là. Pardon ? Oui ? Oui. Non, mais là je vais vous répondre en deux mots. C'est parce qu'il faut des commerces. Je fréquente le Paquis à 20 mètres de chez moi très régulièrement, je vous rassure, j'ai pas de problème avec eux. Mais il faut d'autres types de commerces pour faire vivre un quartier. Mais ils sont utiles. Mais il n'en faut pas 10 dans une rue. Je clôture. Je pense aussi que dans la rénovation du bâti de la ville, il faudra effectivement construire de nouveaux quartiers avec une réflexion globale sur ce que ça implique en mobilité sur l'ensemble de la ville de Liège.
Hein? Mais Liège aura besoin de 20 000 logements dans les 20 à 30 ans. C'est une question de démographie. Donc, il faudra donc rénover du logement pour que certains logements soient accessibles à tous, à celui qui a peu de moyens, mais il faut attirer aussi à Liège des gens qui ont des moyens contributeurs un peu plus élevés. Merci, Monsieur Gélis. Financement de la commune? Oui, merci. Financement du programme et des mesures proposées par le CDH. Alors, si vous regardez le programme du CDH, vous verrez qu'il y a un certain nombre de mesures concrètes, qui peuvent être facilement mises en place et qui ne nécessitent pas un budget important. Je donne un exemple. On propose de faire en sorte de verduriser des façades dans la ville. Il y a pas mal de façades qui sont polluées, qui sont dégueulasses. Comment est-ce qu'on pourrait les rendre plus belles? Comment est-ce que du coup on pourrait rendre plus agréable le quartier en question? On a pris l'exemple de la commune de Saint-Gilles à Bruxelles, qui s'est rendu compte que pour installer des plantes sur une façade, le gros problème pour les propriétaires ou les locataires, c'est l'installation même de la plante. Parce qu'ils n'ont pas le matériel pour venir grimper sur la façade et mettre la plante. Alors ils se sont dit que une ville a du matériel, le cas échéant une petite grue, quelques échelles, et donc ils ont fait ce pari-là, et ça a fonctionné, de dire, ok, vous en tant que propriétaire ou locataire, vous allez acheter les plantes, et nous, ville, on va venir les placer. Ça coûte par placement 200 €, ils ont dégagé un budget de 20 000 €, souvenez-vous l'échelle de budget de la ville de Liège, donc 20 000 €, et avec 20 000 € ils ont pu décorer, rendre plus belle 100 façades. Ça, c'est une mesure concrète avec un budget qui est, pour une ville comme Liège, un budget relativement dérisoire. On parle dans notre programme également qu'on veut empêcher que des personnes viennent installer plus de logements sur les différents espaces verts qui nous restent encore à Liège. Pour les dissuader et pour également promouvoir plutôt la rénovation de logements dans nos quartiers, on propose de taxer celles et ceux qui veulent créer des villas 4 façades sur des espaces verts et que ces taxes-là permettent de financer et d'aider ceux qui veulent rénover du bâti dans le centre-ville. J'ai parlé tout à l'heure des crèches associatives. Si vous voulez créer une crèche dans une crèche publique de la ville de Liège, vous devez compter un budget par place d'environ 10 000 €. Or, si vous faites confiance à l'associatif et aux crèches associatives, qui reçoivent un certain nombre de subsides d'autres niveaux de pouvoir, la ville ne doit dégager qu'un budget, de son propre budget, que de 1 800 € par place. Vous faites vite le calcul, en partant de cette option-là plutôt qu'une crèche publique, alors on peut créer 5 places, là on ne pourrait en créer qu'une. Et également, une note par rapport à ce qui m'avait particulièrement choqué, on avait reçu au CDH un délégué syndical du personnel de la ville de Liège, qui nous avait parlé d'une anecdote, mais qui est assez symptomatique. Dans certains services, apparemment, dans la ville de Liège, il est parfois, quand l'imprimante n'a plus d'encre, il est très difficile de trouver la procédure pour récupérer de l'encre. Et donc, apparemment, le plus souvent, il est plus facile d'enclencher la procédure d'achat d'une nouvelle imprimante que l'achat d'une nouvelle cartouche d'encre. Et donc en termes de comportement éco-responsable, on est nulle part, mais en plus, en termes de coûts pour les services administratifs de la ville, c'est énorme. Rendre les rouages plus efficaces là où on peut le faire dans les services, ça peut également faire des économies. Merci Monsieur Bousson. Madame Omari. Je voudrais dire que là, j'ai entendu quand même pas mal de critiques sur la gestion de la ville depuis une trentaine d'années, mais je pense que en proposant des projets de ville où la solidarité est au centre de nos préoccupations, c'est ça peut-être qui fait notre succès. Les recettes de la ville, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est toujours au niveau des taxes sur les biens immobiliers, les taxes sur l'emploi. Et on sait bien que sur la ville de Liège, la majorité des Liégeois ne travaillent pas à Liège. Donc ces taxes-là ne nous reviennent pas. Mais en investissant un peu plus ici à Liège, nous pourrions alors créer un peu plus d'emplois et
pouvoir avoir donc des taxes qui nous reviendraient. En parlant aussi de fonds de communes, comme je dirais quand même que notre représentant du MR a dit la vérité qu'il y aura quand même des soucis si les villes et les communes ne se mettent pas ensemble pour quand même défendre ce fonds de communes qu'on va avoir dans les années à venir qui seront encore plus rabotés. Donc, il y a vraiment de quoi faire attention sur les dépenses. Mais les dépenses, la majorité des dépenses de la ville, c'est l'emploi, enfin c'est le personnel d'abord et puis après les travaux. Donc quand j'entends des propositions, des récupérations d'encre et tout ça, c'est bien beau. Quand j'entends des critiques sur les financements des ASBL, c'est des financements de 300 euros, 600 euros, quelquefois 5000 euros, mais le plus important c'est le personnel de la ville de Liège et les travaux, même s'il y a beaucoup de financements qui peuvent venir de l'Europe, de la région, mais la ville aussi doit y mettre du paquet. Donc plus d'investissement sur notre ville et les logements, en ayant plus de logements aussi, donc là la ville pourra récupérer au niveau des taxes. Merci Madame Ombradi. Donc on passe au public. Je ne sais pas si selon les différents axes que vous voyez devant vous, s'il y a des questions à poser directement aux différents représentants de partis politiques présents ici. Oui, on commence par Madame. Oui. Donc je pense que la question de Madame tourne autour de la crise du logement, donc des logements en mauvais état, à un prix assez cher. Qui veut se lancer ? Liège a un triste record, c'est la ville où il y a le plus de personnes en attente d'un logement social, c'est plus de 5200 personnes. Mais moi je parle du logement social pour le coup, et ça veut dire qu'on a par exemple la deuxième ville de Charleroi avec 2000 personnes en moins, donc je veux dire, et ce nombre n'arrête pas d'augmenter. Et la quantité de logements sociaux qui sont mis à disposition n'arrête pas de baisser. On avait un seuil qui était de 10%, on est passé à 7% et maintenant on va vers 6%, parce qu'on a deux sociétés de logement social qui sont trop peu et mal financées. D'accord ? Donc ça, c'est le premier combat qu'il faudrait mener, c'est pour que ces sociétés soient mieux financées. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local ? On peut faire deux choses. Nous, on propose deux choses importantes. Première chose, à travers le CPS, une des choses qui bloque les gens, outre le niveau du loyer, et c'est vrai que les locations sont trop chères, c'est le fait de mettre les cautions locatives. On propose, nous, que les 2 mois de caution locative, qui sont parfois un frein pour une série de personnes, on fasse un fonds au niveau du CPS pour que le CPS puisse mettre ces 2 mois de caution locative pour ne pas avoir cette barrière pour rentrer une location. On a une deuxième proposition plus structurelle et plus fondamentale, c'est de s'attaquer aux immeubles inoccupés. On en répertorie entre 2000 et 3000 à Liège, c'est énorme. Et donc on propose de passer par l'agence immobilière sociale et la taxe sur les immeubles inoccupés, parce que c'est pas par plaisir qu'on augmente cette taxe, c'est pour qu'elle ait une efficacité. Aujourd'hui, l'agence immobilière sociale, elle gère 150 logements avec 3 personnes, c'est vraiment très peu, enfin c'est très efficace à 3 de gérer 150 logements, mais on pense qu'on pourrait passer à 1000 logements qui soient gérés par l'agence immobilière sociale. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Elle dit: je prends votre logement, je le mets en location moi, je suis la garantie du fait que vous recevez votre loyer, je suis la garantie du fait que votre bien ne va pas être dégradé, je peux même vous aider pour faire des rénovations parce qu'une série de ces logements ne sont pas mis en location parce qu'ils ne sont pas en bon état, je peux vous aider pour faire ça. En échange, vous ne louez pas au prix du marché, vous louez à un prix qui est similaire au prix d'un logement social. Donc voilà l'outil que nous on veut utiliser, dans lequel on veut investir des moyens pour que demain on puisse avoir plus de droits au logement à Liège. Oui, donc juste pour répondre à Madame, en fait, le souci que Madame expose, c'est le souci, pardon, du fait que le marché aujourd'hui le logement à Liège est concentré dans un certain nombre c'est devenu un marché 100% quasiment privé, et que le logement social et public ne représente que à peine 6%. Pour 6,3% selon les derniers chiffres. Et donc pour nous, en fait, ça c'est le résultat du fait que le marché est dominé, n'est pas régulé. Et donc un moyen de réguler le marché, c'est justement d'avoir l'ambition de peser sur ce marché en ayant plus de logements sociaux et publics. Et donc pour ça, nous on a une proposition, c'est de fonder une coopérative du logement. Cette coopérative du logement, comment est-ce qu'on la voit ? On la voit en prenant les 2 sociétés de logements sociaux, la régie foncière et aussi des citoyens qui deviendraient coopérateurs en tant que locataires et futurs propriétaires. Donc c'est un modèle qui existe, qui a été développé à Vienne et qui fonctionne. Vienne a un taux de logements publics et sociaux de 50%.
Donc c'est un plan certainement qui n'est pas à faire en 3 coups de cuillère à peau, ça prend du temps, mais en tous les cas, nous, on veut être ambitieux au niveau de la construction de logements sociaux et publics. Et deuxième chose, par rapport au loyer qu'elle veut, que Madame expliquait, on veut une grille contraignante des loyers. Et donc il y a une grille indicative qui a été faite au niveau de la région wallonne. Pour nous, on veut une grille contraignante des loyers qui peut être instaurée au niveau communal. Ça veut dire qu'on ne peut pas louer à n'importe quel prix et qu'on loue en fonction de la qualité de son logement. Je pense que monsieur a raison, mais que le problème du logement à Liège, c'est un problème important. Alors, moi, je ne peux pas m'opposer, effectivement, quand j'entends qu'on propose une taxe sur les logements, les immeubles inoccupés, mais j'y suis favorable. Je suis favorable à son augmentation et je suis surtout favorable à son activation. Parce que je ne suis pas persuadé qu'elle n'existe pas, mais qu'on la pratique, qu'on la mette en œuvre. Donc là, il n'y a pas de problème. L'agence immobilière sociale, tout à fait. Tout à fait. Mais comme Madame le disait tout à l'heure, quand vous avez des logements de qualité à 3 ou 4 chambres, même par l'agence immobilière sociale, ce n'est pas toujours accessible à tous, financièrement, mais la formule est bonne. Elle est en tous les cas la moins mauvaise pour mettre des logements de qualité à des prix plus raisonnables, effectivement, que le tarif que le privé impose. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a plein de logements inoccupés, plein de logements insalubres, et que le moins de ce côté-là, ça donne le pouvoir à celui qui a un logement à mettre en location d'en exiger le plus. Alors, juste les logements sociaux. Les 2 sociétés de logements sociaux que vous avez citées rénovent, avec les plans PIVER de la région, etc. On rénove. C'est évidemment insuffisant. Ça prend du temps parce que vous avez des entrepreneurs qui tombent en faillite, parce qu'il faut relancer des marchés publics, parfois au niveau européen, etc. Bon, on est favorable à l'Europe, mais parfois ça complique les choses. Il faut savoir aussi que tout ça, ça a un coût. L'argent ne tombe pas du ciel. Dans une des 2 sociétés de logements sociaux, le revenu locatif moyen par logement, il faut savoir qu'il tourne autour des 220-230 euros par logement. Et donc derrière tout ça, il y a un financement nécessaire. Ok, merci monsieur Gilles. Monsieur Botton. Oui. Rapidement, oui, très rapidement, 4 propositions que le CDH met en avant par rapport à notamment l'accès au logement pour les jeunes, la réduction des centimes additionnels pour l'acquisition d'un bien pour les jeunes, première proposition. Deuxième proposition, la promotion du système de logement kangourou. Ici, on a un exemple de 2 logements différents, enfin que vous donniez 2 logements différents, d'une part des jeunes qui sont exclus de leur logement et d'autre part une personne âgée exclue de son logement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un logement kangourou, c'est-à-dire mêlant plusieurs générations et qui peuvent s'entraider? C'est autant mieux aussi au niveau social et de la vie dans le quartier. Troisièmement, la question des logements inoccupés, ça a déjà été ici abordé et nous nous retrouvons pas mal dans ce qui a été abordé, mais aussi aller plus loin que les agences immobilières sociales et donner la porte ouverte à des SBL comme une SBL que je cite souvent, qui est l'SBL Comuna à Bruxelles, qui fait grosso modo le même travail qu'une agence immobilière sociale, mais en plus créer de l'activité sociale dans ces logements. Et dernier point, exactement, c'est la question pour de nouveau les jeunes, les étudiants, la création d'un label code pour s'assurer que dès leur arrivée dans les études, le cas échéant, ou dès leur plus jeune âge, ils aient accès à un logement qui soit décent. Si vous commencez à vivre 5 ans dans un logement qui n'est pas décent, vous commencez en relation à le logement qui est problématique. Merci. Madame Marie. Aussi pour renforcer ce qui a été dit avant, donc que nous sommes aussi favorables à l'application donc de la mise à disposition des logements par l'AIS, mais nous reviendrons toujours au même problème, c'est le problème des moyens, parce que l'AIS actuellement qui gère 150 logements, si on lui mettait à sa charge 1000 logements, avec les moyens que la ville possède pour le moment, ça serait impossible de le faire. Moi, je pense qu'il faut toujours prendre toutes ces propositions pour les jeunes de colocation aussi, donc de ne pas toujours vivre dans l'individualisme, mais plutôt dans la solidarité avec de logements pris par plusieurs jeunes ensemble, si le logement des
des seniors avec les jeunes, c'est aussi une autre piste qui est très importante et qui a été proposée aussi dans nos projets de ville. Question suivante. Monsieur, on prendra une deuxième question aussi pour faire les deux à la fois, madame. Ok, merci. Donc on clôture le débat avec ces trois questions. Donc il y avait la question de monsieur plus par rapport au clientélisme, la question de madame par rapport au sous-financement de l'enseignement, et la question de monsieur par rapport à l'insécurité. Donc si on peut, 2 minutes par personne, démarrer. En ce qui concerne la question du clientélisme, donc étant du Parti socialiste depuis 12 ans, je me suis engagée donc dans l'action politique. Je suis aux côtés de personnes et je pense que les gens ont bien compris que ça n'existe pas, l'octroi de logement, l'octroi de quoi que ce soit parce que on a une carte ou bien on côtoie des socialistes. Il y a des règles qui ont été mises en place, mais moi, personnellement, je prends le temps d'accompagner des personnes, d'orienter des personnes, d'écouter leurs problèmes et de pouvoir leur dire vers quoi, vers quelle structure et vers quelle piste de solution ils peuvent avoir. Donc ce niveau-là, en tout cas, je ne pense pas que ce niveau de clientélisme puisse encore être cité de nos jours, puisque c'est plus de l'accompagnement des personnes que nous faisons. Et je suis vraiment fière de le faire. Concernant le sous-financement de l'enseignement, on reviendra chaque fois à la même chose. Tout ne dépend pas de la ville. La ville aussi attend toujours, elle doit toujours recevoir des financements, et ça nous permettrait, si cela pouvait augmenter, d'améliorer la qualité, bien sûr, de nos infrastructures, parce que c'est surtout des infrastructures qu'on parle. Mais je voulais vite revenir sur le fait que, quand même, nous sommes parmi ceux qui sont en train de prôner pour le moment un enseignement général de la première à la troisième secondaire, de manière à ce que les enfants puissent partir avec des bonnes bases vers des options de choix. Donc c'était juste un petit point sur lequel je voulais revenir. Et la troisième question, c'était sur la sécurité. Bien sûr que la sécurité, c'est souvent... quand on parle de sécurité, on voit plus la lutte contre le banditisme, contre le vandalisme. On voit plus la police qui nous ramènerait plus de moyens pour la police, pour ces thématiques de sécurité. Mais vous avez tout à fait raison. Du point de vue individuel, il y a une insécurité, même qu'on pourrait dire vivre le racisme, c'est de l'insécurité aussi. Donc vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne doit pas seulement le mettre dans un seul domaine de la vie. Merci. Monsieur Botton, sur cet autre point, clientélisme, financement d'enseignement et insécurité. Alors je pense dans la question de monsieur, il n'y avait pas que du clientélisme, il y avait aussi la prise en considération de l'opinion des personnes. Je pense qu'il n'écoute pas, mais c'est pas grave. En termes de prise en compte des personnes, et j'ai pas à rougir, aussi, ou je pourrais rougir du fait qu'il y a effectivement des personnes aussi CDH qui ont fonctionné dans une mentalité 20e siècle de démocratie représentative dépassée, où il y a un mandat et puis alors on oublie tout pendant 6 ans. Mais maintenant on est au 21e siècle. Et au 21e siècle, on a les méthodes, on a les moyens de communication qui font qu'on peut prendre en considération tout le monde. Tout le monde, comment ? Ici, je donne un exemple parce que on a parlé donc de clientélisme et donc de nécessité d'être plus transparent sur les choses. Et je pense à cet élève qui m'a parlé d'une pétition qu'elle avait rendue avec des amis. Ils avaient rassemblé une centaine de signatures et qui avait été remise à un bourgmestre, pas le bourgmestre de Liège, un bourgmestre d'une autre commune, pour demander l'adaptation de l'horaire des bus, parce qu'ils se rendaient compte que dans leur quartier, l'horaire des bus n'était pas adapté aux besoins des habitants. Et ils n'ont eu aucune réponse, même pas un accusé de réception. Mais ça, aujourd'hui, ça ne doit plus être possible. Il faut qu'il y ait au niveau d'une commune une plateforme qui dise une demande a été introduite, où est-ce qu'on en est en termes de traitement ? Est-ce qu'il y a une réponse qui a été donnée ? Quelle est la teneur de cette réponse ? Ça, on peut le faire. Sur la question de la province et de l'enseignement qualifiant et professionnel, on a dit qu'on n'irait pas plus loin sur les questions provinciales, mais
là je n'ai pas nécessairement une mesure concrète à donner, moi j'ai quand même un rêve, c'est qu'on arrive à un système en Belgique, comme on a par exemple dans le pays de mon épouse en Autriche, où on considère chaque élève, non pas s'il est dans le général et sinon dans le qualifiant, mais qu'on considère chaque élève comme étant une personne qui doit trouver un métier qui lui plaise, dans lequel il ou elle s'épanouisse, et qu'il n'y a pas de ce-métier. Là, cette considération d'égal à égal, ça passe par un investissement et un changement des discours massifs en matière d'enseignement qualifiant. Et enfin, l'insécurité. Si vous regardez dans le programme du CDH, on a effectivement, comme vous parlez, d'une définition globale. L'insécurité, pour nous, ne se traite pas simplement avec on ajoute des policiers, on met des caméras, on sanctionne, mais en investissant dans des infrastructures sportives, culturelles, notamment aussi culturelles des associations comme la vôtre. Hein. J'ai bien compris, votre association justement vise à éveiller à la citoyenneté dans différents quartiers. C'est comme ça qu'on peut arriver à vraiment faire un changement et améliorer la sécurité des quartiers. Merci. Merci. Alors, moi, je vais me permettre de ne pas polémiquer sur les méthodes attribuées aux socialistes liégeois. Sur le sujet, je dirais simplement, mais le plus aimablement, que ce qui me dérange, ce n'est pas nécessairement le suraffichage, c'est d'avoir le sentiment, pas d'insécurité, mais le sentiment parfois d'un affichage parfois très, très communautaire. Mais bon, chacun a la liberté de dire oui ou non, le courage de dire oui ou non, la liberté de dire oui, et comme j'aime à le répéter, la liberté, ça se prend avec toutes ses conséquences. Hein. Eh bien, dans mon quartier, on me fait la remarque, tiens, mais j'ai dit que je ne voulais pas polémiquer, donc je ne vais pas le faire, mais on peut en parler après, parce que je sais vers quoi vous allez m'amener et je n'y sombrerai pas. Concernant l'enseignement qualifiant, mais je vous écouterai correctement après et j'écouterai vos idées. Concernant l'enseignement qualifiant, moi je rejoins parfaitement vos inquiétudes, madame, concernant les besoins de refinancement de l'enseignement professionnel et de l'enseignement qualifiant. Contrairement à d'autres, je crains particulièrement l'arrivée du pacte d'excellence qu'on est en train de nous concocter, pour ne pas dire qu'il est dans la boîte. Je crains beaucoup le fait qu'on ait convoqué, il y a quasiment 100 000 enseignants, hein, communauté française, tout réseau confondu, mais il y en a une centaine qu'on a consulté. Alors j'imagine que la centaine qu'on a consultée, ce sont ceux qui trouvent que c'est le plus beau métier du monde, mais qui l'ont quitté pour aller travailler dans des bureaux. C'est à mes yeux, pour les élèves qui avaient le choix auparavant, en arrivant dans le secondaire, dès la deuxième du secondaire, de dire « moi je choisis positivement l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel parce que je sais, c'est une chance de le savoir si tôt, je sais quel métier je veux faire, je sais ce que j'aime. » Ces élèves, on est en train de leur préparer mais un sol savonné par 3 fois pour qu'ils se cassent la pipe, parce que non pas de la première secondaire à la 3e secondaire, c'est ce qu'on va appeler le socle commun, de la fin de la 5e primaire jusqu'à la 4e secondaire, ils n'auront plus le choix de l'enseignement technique qualifiant ou de l'enseignement professionnel. Ils seront avec tous les autres. Alors je vais être dans le concret. Moi, il y a presque 30 ans que je fais le choix d'enseigner en technique et en professionnel. Mes petites élèves de 4e professionnel couture, quand on va leur dire, vous allez revoir la tectonique des plaques dans un cours d'histoire géo que vous aurez avec des élèves du général, et quand on va leur dire, mes filles, on va vous amuser avec du latin 2 heures par semaine, eh bien, on va leur dire, vous allez patiner, vous allez vous casser la figure jusqu'à la 4e, avant de toute façon de faire autre chose. Oui. Oui, alors concernant la sécurité, moi je rejoins parfaitement monsieur, je pense, d'abord c'est un sentiment, ça veut tout dire. D'abord c'est un sentiment, ça veut tout dire. Bon, j'habite Wandre, ce n'est pas un quartier spécialement favorisé, c'est pas un quartier UP, je ne m'y sens franchement pas en insécurité, par moment, de manière très ponctuelle. Je pense que c'est lié effectivement à toute une série de peurs.
pas d'emploi, la peur de perdre son emploi, la peur de ne plus pouvoir assumer les charges de son ménage, la propreté, pour ne pas dire la malpropreté, joue à mes yeux beaucoup. Parce qu'on se dit, mais je vis où ici? Et donc c'est tout un chapelet de choses qui font qu'il y a un sentiment d'insécurité qui n'est pas facile à mesurer et objectiver, je trouve. Merci. Monsieur Julis? Oui, mais vous savez, dans la vie, il y a pas mal de choses qui est question de budget. Hein. Parfois même les rapports sentimentaux, ça va à couple. Mais non, ce n'est que mon avis. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas dire, bon, on va mettre tout le monde ensemble. C'est respecter les différences et respecter chaque personne d'élève avec les capacités qui sont les siennes. Mais de sécurité et pas si on fait le choix de revaloriser et de reconnaître l'intérêt et l'importance globalement des métiers manuels qui sont méprisés aujourd'hui. On passe à Monsieur Rassa, PTB. Quelques mots. Juste pour dire ce que ne dit pas Monsieur Gélis du MR, c'est que le MR, en fait, il veut quand même un enseignement bien ségrégationniste, avec un enseignement de basse qualité pour ceux qui... Non, mais vraiment, parce que c'est ce que... Enfin, moi, ça m'énerve très très fort, ce genre de discours-là. En gros, pour les élèves qui vont faire des études manuelles, on va avoir des programmes en fait où on leur dit vous n'avez plus besoin d'enseignement général, en fait vous êtes trop con pour avoir un enseignement général, alors vous allez directement apprendre votre métier et demain vous serez devant votre machine. Nous, on veut un enseignement de qualité pour tous les élèves. Et le tronc commun, avec toutes les critiques qu'on peut partager sur la mise en place du pacte d'excellence, que je trouve aussi très boiteuse et pas suffisamment financée, etc., etc. Mais le tronc commun, c'est une bonne chose. Le tronc commun, l'allongement du tronc commun, c'est une bonne chose. Oui, sur le clientélisme, moi je pense que ces pratiques malheureusement sévissent encore. Juste pour donner une anecdote au niveau du logement social, je confirme qu'il y a du chantage à l'affichage encore aujourd'hui. Et il y a eu même en début, juste avant les élections, une tentative de carrément interdire l'affichage dans les logements sociaux. Heureusement, ça n'a pas été mis en place. Et alors, je vais aussi répondre à Madame sur la province et sur Publifin. Et j'en viens... Non, juste un petit mot, parce que je trouve ça vraiment important. Ça répond aussi en partie à la question du clientélisme. Nous, on veut fonder un bureau de la transparence et de l'éthique. C'est un bureau indépendant qui serait à côté de la commune, où il y aurait des juristes, où il y aurait des personnalités reconnues, des universitaires, etc., qui seraient là pour contrôler la bonne exécution des règlements communaux et de la loi de manière générale, la non-présence de conflits d'intérêts, le clientélisme éventuel qui pourrait exister, les histoires de dumping social et environnemental qui peuvent exister aussi dans les marchés publics. Donc, tout ça, nous, on pense qu'il faut un bureau autonome qui soit à côté de la commune pour contrôler tout ça. C'est inspiré de la ville de Barcelone où un tel bureau a été fondé et qui marche très bien. J'ai oublié de répondre, je pense, sur la question de la sécurité. Je vais juste dire un mot. Là, je suis pour une fois assez d'accord avec ce qui a été dit avant. Le problème de la sécurité, c'est que c'est un sentiment, et que on joue sur les peurs.
la question des peurs, je pense que heureusement ici autour de la table, on n'a pas aujourd'hui un parti d'extrême droite qui soit présent, même si certaines idées percolent. Mais en tous les cas, il y a aussi un débat et une lutte à mener sur cette question de peur. Il faut vaincre la peur que les gens, qui est diffusée par les partis d'extrême droite, et il faut opposer à ça un contre-discours. C'est difficile de s'exprimer vraiment comme ça. Oui, bon, je vais essayer de faire vite aussi, mais c'est vrai que... Bon, donc je vais skipper le débat sur l'enseignement parce qu'il est central et que du coup, je ne sais pas le faire en 3 secondes. La question des places dans les écoles, je l'ai dit, je l'avais déjà dit dans mes premiers points, c'est un truc évidemment central. L'atmosphère dans laquelle on étudie, c'est un élément important. La question de la province, je voudrais évoquer un point, c'est que je pense qu'on paye très cher le fait qu'on a mal fait la fusion des communes, singulièrement à Liège, et que l'espace de vie, notre bassin de vie ne correspond pas à notre ville. Et donc il faut réfléchir au-delà de la ville. C'est vrai pour le tram, mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi. Les écoles, les crèches. Liège offre des crèches pour des gens qui n'habitent pas à Liège. Il y a 120 000 voitures qui rentrent à Liège tous les jours. Donc il faut réfléchir ça. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une conférence des bourgmestres, qui est pour nous le truc le plus antidémocratique du monde. Donc il faut réfléchir à une structure supracommunale, démocratique et intelligente pour ces questions-là. La question de la sécurité et le sentiment, je le partage qui a été dit mes collègues, c'est effectivement un sentiment. C'est pas parce que quelque chose est un sentiment qu'on ne doit rien faire par rapport à lui. Je pense que ce qu'on doit faire en tant que formation de gauche, et nous sommes une formation de gauche, c'est réfléchir à la racine de ces questions-là. La racine de quoi? C'est comment on vit dans notre espace public. Est-ce qu'on s'y sent bien? Je ne pense pas qu'ajouter des caméras de vidéosurveillance fait qu'on se sent mieux dans l'espace public. Ça coûte beaucoup de sous par ailleurs. Donc nous, on propose plutôt d'investir dans le fait d'avoir des personnes qui sont dans les rues pour aider, des accompagnateurs, des gens qui sont là pour créer du tissu social et de la vie dans les quartiers. C'est ça qui rassure à notre avis. Repenser aussi la façon dont on habite dans les quartiers. Quand des quartiers se vident passé une certaine heure, évidemment, ça crée un certain sentiment. Et on a dans nos 12 priorités une petite proposition qui est très simple aussi, c'est qu'on a l'impression que la ville se vide surtout des femmes passé une certaine heure, notamment parce que ce sentiment d'insécurité est plus fort chez une série de femmes que chez les hommes. Moi, je me suis toujours baladé avec mon petit vélo partout dans tous les quartiers. Mes enfants ont été à Droix, à la crèche, à Bressou, etc. Je n'ai jamais eu de sentiment d'insécurité que certaines personnes peuvent ressentir, mais c'est le cas pour une série de femmes. Et donc, on propose que les bus puissent, entre 22h le soir et 6h du matin, s'arrêter à la demande pour les déposer sur le trajet plus près de chez soi pour qu'on puisse se sentir plus libre d'aller à l'extérieur. Voilà. Je viens sur le dernier aspect qui est la question de l'exemplarité des élus. Il me semble que c'est important, on a un vrai déficit démocratique, il y a 20% des LGA qui n'ont pas été votés en 2012, il y en a 6% qui ont voté blanc, ça veut dire qu'il y a un quart des personnes qui se sont soustraits à la vie démocratique, ça me semble important. Avec des trucs comme Publifin, ça risque d'être plus encore. Et donc, vraiment, il y a quelque chose à faire sur ça. Nous, on a résolu, pour ce qui nous concerne, via 2 choses. Toutes les personnes qui, chez nous, sont candidats, signent un contrat moral qui les engage par rapport à ce qu'ils vont devoir faire comme devoir d'élu. Et ils signent aussi un code de réciprocité qui dit notamment que, pour vous donner un exemple, on ne gagne pas grand-chose comme conseiller communal, mais 30% de ce qu'on va gagner, ça va revenir au groupe auquel on appartient, à Vert-Ardent en l'occurrence. Dernier élément, la question de l'écoute. On a parlé de cet aspect-là. On a quelques propositions par rapport à ça. Je l'ai dit, on a le sentiment que véritablement l'interface avec les citoyens aujourd'hui est vraiment très très faible. Et donc, outre dont je vous ai parlé, les conseils de quartier, on a quelques propositions. C'est un échevin de la participation. Et c'est un dernier élément que je veux mettre en avant, c'est un droit d'interpellation et d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on veut que les citoyens puissent véritablement venir avec des propositions au conseil communal. Voilà. C'était bien, quoi. Voilà. Si ce n'est quelques réflexions ici et là, quelques remarques, mais bon, c'est le jeu, quoi. Merci. Oui, monsieur Assa, est-ce qu'on peut réclamer? Oui, pardon. Oui. Ok, au terme de ce débat, donc je remercie tous les candidats qui ont participé à ce débat avec nous. Je sais que c'était difficile. Donc je remercie Monsieur Mista, Monsieur Eben, Monsieur Rassa, Monsieur Gélis, Monsieur Botson, Madame Omari. Et je vous remercie aussi d'avoir fait le déplacement. J'espère que ce débat vous a permis de voir un peu plus clair et d'affiner votre choix pour dimanche 14 octobre. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain débat. Et je vous remercie encore une fois et bonne soirée. Au revoir.